Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Quart d'heure de célébrité, l'émission qui invite des gens qui gagnent à être connus. Aujourd'hui, Quart d'heure de célébrité de Jean-Luc Martin Lagardette. Bonjour. Bonjour. Alors je vais présenter rapidement Jean-Luc et nous passerons comme d'habitude au vif du sujet. Alors Jean-Luc Martin Lagardette, vous êtes journaliste, ancien de l'ESJ Lille et vous êtes aussi essayiste. Donc vous êtes rédacteur en chef du webzine, c'est comme ça qu'il faut dire, Ouverture. Vous avez initié en 2007, expérience très intéressante, en 2007 sur Agoravox, les enquêtes participatives. Donc c'est un nouveau concept de co-journalisme dans lequel un journaliste professionnel lance un sujet, puis l'approfondit avec les internautes qui lui renvoient tout un tas d'informations et par lui-même vous en faites l'enquête, la substantifique moelle de toutes ces interventions. En fait la synthèse. Alors, parallèlement, vous militez pour la promotion de la liberté d'expression et du journalisme éthique par le biais de la création d'un conseil de presse indépendant, constitué de journalistes, d'éditeurs et de citoyens, qui aurait pour mission d'assurer une régulation pour faire respecter le droit du citoyen à une information fiable. Voilà l'intitulé exact. Donc c'est très ambitieux. Et donc, comme je le disais, vous êtes essayiste, donc vous avez écrit une demi-douzaine d'ouvrages, parmi lesquels Évolution et finalité, Darwin, Monod, Dieu, c'est le plus récent à l'Harmattan en 2009, Les droits de l'âme pour une reconnaissance politique de la transcendance, toujours chez l'Harmattan l'année précédente, et on pourra citer aussi le guide de l'écriture journalistique à la découverte, c'est un peu votre best-seller, disons. Tout à fait. Nous en sommes, voilà, c'est la 7e réédition, c'est ça? Tout à fait. Voilà, alors première question. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience des enquêtes participatives sur Agoravox? Parce que je crois que ça a passionné beaucoup de gens qui y ont participé ou qui ont regardé ça de loin comme moi. Oui, c'était très intéressant, puisque la nouveauté consistait dans le fait que c'est un journaliste professionnel qui lance un sujet et qui accompagne les internautes et leurs commentaires pour construire ensemble un document, une synthèse, comme vous avez dit, sur un sujet qui faisait polémique. Donc nous avons cherché avec Carlo Revelli, le patron d'Agoravox, avant de lancer cette enquête, quel était le sujet qui provoquait le plus de débats déjà sur Agoravox, puisque ce site se présente comme le site citoyen et participatif, voilà. Et donc nous avons vu que le problème de la vaccination soulevait beaucoup de débats très contradictoires, très vifs, très opposés, avec tout un tas d'arguments ou de non-arguments, mais des noms d'oiseaux. Et on avait trouvé intéressant d'explorer cette polémique-là pour voir si on pouvait en tirer quelque chose journalistiquement. Donc je me suis intéressé à l'actualité dans ce domaine. Il y avait heureusement, je dis heureusement parce qu'il y a une loi qui est sortie qui faisait que les réfractaires vaccinaux étaient condamnés plus sévèrement avec cette loi, et on se demandait pourquoi, et on est allé devant les internautes en leur disant voilà, il y a ça qui se passe, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous en dites? Donc on a eu pendant 3 mois des allers-retours entre la rédaction que je représente et les internautes, qui nous ont indiqué des références, des sources, qui nous ont indiqué des angles aussi, que j'aurais pas forcément pensé d'emblée. En fait, il y a eu là toute une remontée d'informations très dense, très riche, difficile à trier, parce qu'il y avait vraiment de tout, hein, puisque, comme je vous disais, il y avait des noms d'oiseaux, donc j'ai été forcément accusé à l'époque de provoquer un débat sur la légitimité de la vaccination, ce qui n'était pas du tout le débat, mais j'ai été pris comme ça, donc ça c'est un des problèmes du journalisme participatif. Et c'était, je précise, longtemps avant la polémique sur le vaccin H1N1. Voilà, bien sûr, puisque c'était 2-3 ans avant, et personne ne parlait de ça avant, sauf qu'il y avait eu auparavant la grippe aviaire. Donc ça avait déjà, dans l'air, il y avait l'idée chez les députés de se prévenir du fait que si un jour il y a une grande catastrophe sanitaire due à des microbes ou à des... je ne sais pas comment on appelle ça,
Des virus? Oui, des virus, des germes, etc., qui puissent attaquer les populations, il faut qu'on puisse protéger toute la population, donc on s'inquiétait qu'il y ait des gens qui ne soient pas vaccinés. Donc c'était ça le pourquoi de cette loi. Et alors, donc 3 mois après, vous arrivez avec une enquête très fouillée, peut-être un peu trop longue, c'est la critique qu'on pourrait lui formuler, parce qu'en tant que lecteur, c'est difficile, je crois qu'elle fait 40 pages. 70 pages. 70, vous voyez, bon, moi j'ai dû m'arrêter au bout de 40. Ouais. Est-ce que vous en êtes satisfait? Quels sont les points positifs et négatifs que vous tirez de cette expérience? Les points positifs, c'est qu'à partir des remontées des internautes, j'ai eu suffisamment d'éléments pour aller demander des comptes, entre guillemets, aux autorités. Donc je suis allé voir la personne qui, au sein du gouvernement, enfin, pour le gouvernement, conseillait en termes de vaccination, le comité technique des vaccinations. Je suis allé voir son président qui m'a dit des choses vraiment très intéressantes. Et je suis allé voir un médecin, je suis allé voir l'AFSAP, c'est-à-dire l'organisme qui donne les autorisations de mise sur le marché des médicaments, et je suis allé voir aussi l'INVS qui étudie les rapports bénéfices-risques. Mais ça vous l'auriez fait sans la partie oui, mais je l'aurais fait sans, mais avec beaucoup plus de bagages déjà avant d'aller les voir, puisque ça a accéléré mon temps d'expertise, je dirais. Alors, effectivement, l'enquête est très longue. Simplement, je crois que c'est un document précieux et je crois savoir par quelques indices qu'il a eu de l'effet. C'est-à-dire que j'ai pu remarquer que certains arguments que j'avais développés là ont été expressément repris par la suite, mais sans qu'on cite directement cette enquête. Donc, j'en ai fait quelques synthèses sur quelques sites. Oui. Le site Ouverture que j'anime, bien sûr, en a parlé. Mais ce que je regrette, oui, vraiment, c'est qu'il n'y ait pas eu beaucoup d'échos de mes confrères, des grands médias, parce qu'il y avait vraiment une préfiguration de tout ce qu'on a vu pendant un an et demi après avec la grippe A. Tout était déjà dans l'enquête, tout était déjà dit, expliqué, les tenants, les aboutissants, et on aurait fait l'économie de beaucoup de choses si on avait lu l'enquête et si on l'avait fait connaître à la population. Peut-être avez-vous eu raison trop tôt. Ben peut-être, c'est souvent le cas quand on défriche des terrains. Et quand on a raison trop tôt, on a tort en fait. Exactement, d'une certaine façon, mais pas complètement quand même. Pas complètement, mais voilà. Parce qu'Internet, il y a la permanence de l'information, Exactement. Ça permet de retrouver. En tout cas, je crois qu'on peut toujours trouver cette enquête sur Agorabox. Tout à fait. Et sur, elle fait partie des 4-5 enquêtes participatives que nous avons faites, et il y en a une encore en cours actuellement. Alors une question maintenant un peu liée, parce que je pense qu'il n'y avait pas de modèle économique lié aux enquêtes participatives, c'est-à-dire que les gens ne devaient pas acheter l'enquête en question. Vous, ça vous a coûté 3 mois, vous étiez payé à ce moment-là? Alors moi j'ai un financement de l'APIC, l'Association pour la promotion de l'information citoyenne, qui est une association qui est financée par une fondation d'utilité publique basée en Belgique, et qui s'intéresse à la qualité du débat public et à la qualité de l'information. Donc c'est pour ça qu'elle a financé mon travail. C'est une fondation comme on voit aux États-Unis. Exactement. Mais en termes de business model, de modèle économique, vous le cherchiez peut-être pas. On ne le cherchait pas, on imaginait que d'autres partenaires pouvaient se joindre à nous pour s'intéressant à la qualité de l'information, pour financer des enquêtes indépendantes, complètement indépendantes, puisque ça c'était aussi l'intérêt, c'est qu'on n'était pas, on était à l'abri des pressions des laboratoires pharmaceutiques ou des pressions politiques ou autres. Et donc on a bien pu fonctionner librement comme ça, notre parole a été très libre, mais ce modèle d'information subventionnée par une organisation, je pense qu'à l'avenir, c'est quelque chose qui pourra être généralisé. Peut-être pas généralisé, mais investigué au moins, qu'il y aura d'autres tentatives, puisque on s'aperçoit quand même aujourd'hui que l'information, en tout cas l'information généraliste, l'information qui intéresse tout le monde, elle a un aspect d'intérêt général qui a toujours été reconnu dans la philosophie de l'information, puisque les journaux, vous le savez, sont subventionnés, puisque nous avons une télévision publique subventionnée. Donc l'État a toujours voulu aider l'expression, la diversité, la multiplication, la multiplicité des sources d'information, mais en gardant bien, je dirais, les contours. C'est-à-dire que la contrepartie de ce subventionnement, c'est une certaine laisse qui est tenue, qui tient les médias dans un périmètre. Parce que je pense qu'il y a une déclaration d'indépendance médiatique à
à écrire à un moment ou à un Oui. autre. Je pense qu'elle s'écrit tous les jours sur Internet Oui. et que votre initiative en fait partie, mais l'idéal, ça serait de pouvoir en gagner sa vie pour être complètement indépendant. Exactement. Donc pour moi c'est le cas, c'est assez exceptionnel, c'est une chance, Ouais. mais je pense que cette chance peut se reproduire et que d'autres types d'actions similaires peuvent être étudiées. Très bien. Alors, petite question sur Agoravox, parce que en y surfant un peu, on se rend compte que, par exemple, il y a même une thèse dominante qui défend la thèse alternative sur le 11 septembre. Je vais l'appeler comme ça, parce que c'est un sujet très, très sensible là aussi. D'où ça vient, selon vous, qui est vraiment un basculement dans une thèse plutôt qu'une autre? Ouais, la théorie du complot, c'est quelque chose qui a toujours existé. Il n'y a pas que ce complot-là, il y en a plein d'autres. Bon, moi j'ai une opinion là-dessus. Je me dis qu'il suffit qu'il y ait plusieurs intérêts qui convergent pour qu'apparemment cela donne l'idée d'une concertation dans un but commun. Alors que par exemple, si on est tous intéressés par faire primer l'intérêt immédiat par rapport aux moyens terme et au long terme, eh bien, on va tous se comporter de la même façon et quelqu'un d'extérieur va dire c'est un complot. C'est un complot. D'accord. Donc passons rapidement. Les médias traditionnels, qui sont ceux contre quoi vous et moi, en tout cas nous battons, je ne sais pas, mais en tout cas on veut essayer d'améliorer leur qualité. En tout cas moi j'ai essayé à ma modeste mesure en créant une association. Vous continuez, vous êtes membre d'un conseil de presse. Non, d'une association de préfiguration pour un conseil Voilà, de presse. Voilà. Et est-ce que vous pensez réellement que les médias peuvent être régulés parce qu'on a l'impression de l'extérieur et même en ayant essayé que c'est pas possible. Oui, vous pensez que c'est un peu peine perdue. Je précise que je ne suis pas contre les médias oui, non, moi non plus, d'ailleurs, c'était une mauvaise oui. formulation de ma part. Quand j'ai proposé l'idée de créer un conseil de presse en France, il y a déjà quelques années, je provoquais non seulement le sourire narquois de certains de mes confrères, mais souvent le mépris et même la haine de beaucoup d'entre eux. Aujourd'hui, l'idée progresse. Nous avons plus en plus autour de nous, dans notre association, la PCP, nous avons plus en plus de gens, non seulement des confrères, mais des juristes, des hommes politiques, des gens de la société civile, des sociologues, qui croient en l'idée qu'un conseil de presse, c'est pas pour lui-même que l'idée est intéressante. C'est parce c'est un endroit qui permet qu'on débatte de la qualité des médias, des enjeux démocratiques de la qualité de l'information. On n'a pas de lieu aujourd'hui. C'est pas dans les enceintes politiques, l'Assemblée nationale ou le Sénat, c'est pas là qu'on va trouver. Ça peut y avoir des débats sur ce sujet-là, mais c'est pas là qu'il y aurait lieu un débat permanent. C'est pas non plus uniquement dans la corporation. D'ailleurs, les journalistes sont très très personnels, ils jouent perso. Daniel Schneiderman, qui était un peu le seul à critiquer les médias, s'est fait exclure. Voilà, et puis bon, quand par exemple un Bourdieu donnait quelques avis un peu tranchés sur la question, il s'est fait diaboliser tout de suite. Les médias n'aiment pas qu'on les critique, puisqu'ils hurlent à chaque fois avec une crainte qu'on limite leur liberté d'expression. Alors qu'en fait, ce que je veux dire, il est essentiel de provoquer un débat public pour montrer justement qu'il faut laisser la liberté aux journalistes, il faut donner les moyens aux journalistes de faire un travail de qualité, et pour ça, il faut que cette qualité puisse être non pas normée, mais régulée. Régulée, ça ne veut pas dire réglementée, mais ça veut dire cadrée, et surtout avec l'idée que les professionnels de l'information, aussi bien les journalistes que les éditeurs, parce qu'il faut bien savoir que le journaliste est un salarié qui a devoir d'obéissance à son patron, c'est pas une profession libérale, donc il faut bien le comprendre, le journaliste a des marges de manœuvre très 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 cadrées. Eh bien, ce couple éditeur... Il y a une clause de conscience, cela dit. Une clause de conscience, mais qui joue que dans des cas exceptionnels et qui est intéressante, mais qui ne peut pas être un outil de gestion de la déontologie au quotidien. C'est hors de question. Donc il faut trouver ce lieu. Et l'idée que nous avons de proposer un conseil de presse, c'est pour provoquer le débat public sur ça. Et on commence à y arriver. Sur Mediapart, il y a actuellement un débat, 4 personnes sur ce projet. D'accord. Très bien, écoutez, on arrive au terme de ce quart d'heure de célébrité. Je voulais vous demander votre avis sur l'avenir du journalisme, mais la question est tellement vaste. Je ne sais pas si vous pouvez y répondre en 30 secondes. Oui, c'est très difficile. Pour moi, l'avenir du journaliste, en tout cas, ne se fera pas
sans les citoyens. C'est-à-dire que le citoyen individuel comme collectif, c'est-à-dire même organisé, soit même en communauté ou en groupe de pression ou en association, peu importe. Mais le journalisme ne pourra pas se développer et augmenter en qualité s'il n'admet pas le regard extérieur sur son travail, à la fois pour corriger ses erreurs, parce que ça c'est beaucoup trop peu fait, ça c'est vraiment la plaie du journalisme, notamment français, c'est l'impuissance à reconnaître ses erreurs, la peur de reconnaître ses erreurs, et puis pour enrichir ce débat de tout ce que les internautes ou les citoyens peuvent apporter directement pour donner des idées nouvelles, des informations nouvelles, pour compléter une enquête, pour enrichir en tout cas la qualité, la teneur de l'information elle-même. Très bien. Il se trouve que c'est aussi la vision que nous développons ici à Enquête et Débat. Donc ce sera votre mot de la fin. Merci beaucoup Jean-Luc Martin Lagardette d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. N'oubliez pas, la liberté d'expression ne vaut que si elle est partagée par tous, et à très bientôt. Merci Jean.